Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, deux grands rendez-vous. D'abord, les interviews de l'IA. On va être avec des praticiens de l'intelligence artificielle. Et puis, un autre rendez-vous pour s'intéresser à l'économie autour du mobile. On va parler de Vibe Coding et de son impact sur l'App Store. On commence cette édition avec les interviews de l'IA et ses praticiens de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Pagès. Bonjour Nicolas. Bonjour Delphine. Alors, vous incarnez comme ça une nouvelle génération de médecins innovateurs. Waouh! On tente. Enfin, en tout cas, votre objectif, c'est quand même d'engager une transformation du système de santé par la technologie et notamment l'intelligence artificielle. Vous êtes cofondateur et CEO de Satellia. On va parler de ça ensemble. Emmanuel Serrurier est à côté de vous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Delphine. Directeur France d'Armis. Vous, votre sujet aujourd'hui, ça va être l'industrialisation des attaques par intelligence artificielle. Absolument. Mais on commence avec Muriel Cagna-Fissieux. Bonjour Muriel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes senior advisor pour Oxygy, qui est la branche conseil du cabinet international Bird & Bird, directrice générale du cabinet de formation Perseis. Vous accompagnez les PME, les ETI, les grands groupes dans leur stratégie et leur transformation digitale. Aujourd'hui, la transformation digitale, c'est la transformation par intelligence artificielle, j'imagine. Essentiellement, oui, mais honnêtement, il n'y a pas que ça. On peut faire autrement, d'ailleurs. Il y a plein d'autres choses à faire. C'est une vraie question. Mais comme on est dans les interviews de l'IA, on va s'intéresser à cette transformation. Quelle est votre vision, justement, vous, de l'irruption de l'intelligence artificielle dans l'entreprise? Alors, l'irruption, elle n'est pas si récente que ça, parce qu'on parle beaucoup d'IA générative, mais bien avant l'IA générative, il y avait bien d'autres déclinaisons de l'IA plus anciennes. Donc, c'est pas si nouveau que ça. En revanche, ce qui est nouveau, c'est effectivement les potentiels qui sont apportés par l'IA générative. Et aujourd'hui, le sujet, c'est l'IA agentique. Et c'est vrai que ça va tellement vite qu'en termes de transformation, c'est compliqué de suivre. Oui. Aujourd'hui, si on parle des grandes entreprises et des ETI, elles ont toutes mis en place des cas d'usage. Elles ont toutes mis en place des bacs à sable. Donc, en fait, on en est au passage à l'échelle. Et ce passage à l'échelle fait que ça n'est plus seulement un sujet technologique et opérationnel. Ça devient un sujet stratégique, de gouvernance, juridique, en termes de conformité à la réglementation qui est en train de se déployer. Évidemment, RH, RSE aussi. Ouais. Donc, en fait, l'IA est en train de toucher l'ensemble des fonctions. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est déployer l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle au sein des organisations. Alors, j'ai reçu Charles Salvedon, je ne sais pas si vous le connaissez, il a publié un livre sur la géopolitique pour l'entreprise. Quand je vous entends parler justement de ce sujet de l'IA qui est devenu un sujet stratégique, vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, il faut faire de la géopolitique. Ah ben absolument. J'étais il n'y a pas très longtemps à une conférence organisée par l'IHEDN justement sur le sujet. Ouais. Oui, et d'ailleurs, les COMEX des grands groupes sont en train de recruter des spécialistes, des experts de la géopolitique, parce que c'est absolument indispensable de maîtriser un grand nombre de considérations et d'enjeux pour mieux, en fait, pour travailler la robustesse de son modèle opérationnel. Et ça veut dire aussi s'interroger sur les questions de résilience de son Absolument, infrastructure c'est ça, tout à et fait. d'autonomie. De souveraineté, qui est un des grands sujets aussi du moment. Quels fournisseurs on choisit, quel backup, quel plan de continuité d'activité on met en place, parce que les sujets géopolitiques, tant en termes d'influence, de capacité de certains fournisseurs à couper certains accès, ou de coupure en fait des chaînes de valeur et de difficultés d'accès à certains composants ou à certaines mailles de la chaîne de valeur de l'IA, tout ça devient de plus en plus important, effectivement. Alors, et je ne parle même pas des sujets énergétiques, excusez-moi. Vous évoquiez aussi la question RH. Oui. Ça, c'est un autre sujet quand même au cœur des débats sur l'intelligence artificielle en entreprise. C'est le rapport entre l'utilisation des agents IA et les métiers, comment ils travaillent ensemble ou comment les agents font le travail finalement d'une partie du métier, quel impact sur l'emploi? Alors, il y a plusieurs sujets en fait dans tout ça. Si on veut essayer d'être un peu rigoureux dans l'analyse, évidemment tout le monde parle beaucoup d'impact de l'IA sur l'emploi. Mais quand on regarde ça au niveau microéconomique au sein d'une organisation, d'abord ça veut dire comment on passe à un management hybride où on va continuer à manager des hommes et des femmes, mais on va aussi manager des agents. Et les agents ont des comportements qui sont pour le moment difficiles à maîtriser.
Donc il faut savoir manager les premiers, les seconds et le lien entre les deux. Et la capacité en fait à mettre en place, à faire évoluer son modèle opérationnel en conciliant les deux et les rythmes et les composantes de chaque qui sont très différentes. Il y a ensuite toute la question de la gestion des emplois et des compétences. Comment on fait évoluer son modèle de compétences et de connaissances au sein de l'organisation en fonction de l'impact progressif de l'IA sur les différents emplois. Et ça, c'est un sujet éminemment RH et de knowledge management. Il y a tous les aspects de dialogue social, puisque forcément, plus on va faire évoluer les emplois et plus on va en supprimer, parce qu'il y en a qui vont être supprimés et d'autres créés, eh bien, il faut instaurer un dialogue social. Il y a les composantes aussi de conformité à l'IA Act et de conformité à toutes nos règles, à tout le droit social, en fait. Bien avant de parler de l'IA Act, donc là aussi, c'est un gros travail. Donc oui, les RH ont un sacré travail devant eux pour intégrer tout ça. Nicolas, Emmanuel, une réaction ou une question peut-être pour notre expert en transfo? Non, mais on en parlait tout à l'heure. En fait, on est à peu près sur les mêmes sujets. La difficulté aujourd'hui, c'est pas le constat, c'est comment transformer en fait nos dirigeants. Ouais. Ils en ont conscience, mais ils sont un peu démunis en fait aujourd'hui sur comment faire. D'où le fait d'être accompagné par des cabinets, c'est indéniable. Oui, parce qu'on se dit que le chantier est tellement gigantesque. Bon, il faut avancer pas à pas, j'imagine. Un des avantages de l'hôpital sur le sujet, si je me permets de rebondir, c'est que on n'est pas particulièrement en excès de personnel. Donc ce sujet de la transformation est bienvenu, puisqu'il y a probablement moins de sujets de on va dire, downsizing des équipes à l'hôpital. C'est pas un sujet qui nous touche. Donc évidemment, ça va prendre des mois et des années, mais on est très content de voir arriver ces sujets-là qui vont peut-être participer à résoudre dans les prochaines années des choses que nous n'avons pas réussi à résoudre dans les 10 dernières. C'est un sujet qui me parle particulièrement parce que je fais partie de la commission de la réforme de la puissance publique du MEDEF depuis 13 ans. Donc l'hôpital, la fonction publique hospitalière fait partie du spectre. Et effectivement, il faut voir dans l'IA une opportunité, que ce soit à l'hôpital ou dans l'ensemble de la sphère publique, comme une véritable opportunité. Mais il ne suffit pas de claquer des doigts, on ne fait pas de magie, comme font certains magiciens dans vos émissions précédentes. Vous avez vu ça aussi? J'ai vu ça avec intérêt. C'est un vrai savoir-faire, la transformation, aussi bien d'une organisation que des emplois et de l'accompagnement des personnes qui sont concernées. Et c'est un enjeu des organisations, mais c'est un enjeu de l'ensemble du territoire. En fait, les pays, les nations qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est pas seulement celles qui vont le plus financer les choses, le mieux les financer et avoir une forme de souveraineté technologique. Ce sont celles qui vont le mieux gérer justement la transformation, l'adoption et ce lien entre la technologie et l'humain. Alors, Nicolas Pagès, on passe à vous. Donc, médecin, anesthésiste, réanimateur et entrepreneur, cofondateur CEO de Satellia, donc scale-up française qui est dédiée à la télésurveillance des patients insuffisants cardiaques. Combien de patients aujourd'hui utilisent votre solution? Alors, plus de 11 000 patients sur le territoire. Pour vous donner un ordre de grandeur, un grand CHU comme le CHU de Bordeaux, c'est à peu près 3 000 lits. Donc évidemment, on ne suit pas des patients de la même gravité puisqu'on suit des patients une fois qu'ils sont chez eux. En tout cas, on permet aux hôpitaux d'avoir les outils technologiques et de services, puisqu'on a une vingtaine d'infirmières salariées en interne chez Satellia, qui leur permettent de rester en contact avec des grands nombres de patients, plusieurs centaines, et de savoir exactement chaque jour quels sont les 5 ou 10 qui demandent une consultation, une téléconsultation. Donc on sort du côté médecine programmée. Expliquez-nous comment fonctionne la solution. Qu'est-ce qu'il y a comme technologie dedans? Alors, concrètement, Satellia, c'est un programme qui repose sur 2 piliers. Un pilier qui est de l'amélioration de la connaissance des patients et un pilier qui est de la détection. On ne se charge que de patients insuffisants cardiaques et on ne fait que de la télémédecine, donc médecine à distance. On a un système hospitalier qui est très bon aujourd'hui pour la pathologie aiguë. On y va, on se fait soigner, on revient. Pour la pathologie chronique, qui demande un suivi un peu plus continu, le système de soins actuellement n'est pas adapté. Donc il y a un objet, il y a un support. Alors, c'est principalement logiciel. Nous, notre rôle, c'est de capturer de la donnée. Ça peut être des symptômes, donc des réponses à des questionnaires. Ça peut être via des objets connectés, des balances 3G ou des tensiomètres 3G. On capture toute cette donnée-là. On fait des algorithmes en interne et on pousse en fonction de seuil et de niveau de risque. On fait de la détection de niveau de risque. On pousse des informations au cardiologue pour qu'il puisse prendre les bonnes actions au bon moment. Et en parallèle de ça, qui est un filet de sécurité de détection, on a un filet de sécurité d'éducation du patient. On essaye d'augmenter son niveau de connaissance sur sa maladie pour qu'il soit autonome. Comment par exemple, les insuffisants cardiaques, s'ils mangent un peu salé, ils vont faire de la rétention d'eau et du coup, c'est ça qui va les empêcher de respirer. Et si à Noël, vous savez que quand vous mangez trop d'huîtres, trop salé, vous doublez votre traitement pendant 2 jours, par exemple, vous savez que vous allez éviter une hospitalisation. En tout cas, une grande partie des patients vont éviter une hospitalisation liée à cet excès de sel. D'accord. Donc,
C'est du management de traitement autonome par le patient, ce que certains médecins font et ce qu'on participe à industrialiser. Et cette solution, elle est distribuée via les spécialistes de santé, les professionnels Exactement. de santé. Donc c'est un modèle un peu particulier puisqu'on a une application sur prescription médicale. Voilà. Okay. Le médecin, en général, les cardiologues qui se chargent de patients insuffisants cardiaques, les patients insuffisants cardiaques, 2 millions de patients en France, on considère que 400 000 sont graves. Grave veut dire j'ai déjà été hospitalisé au moins une fois dans ma vie. Et donc nous, on se charge de ces 400 000 patients graves. Aujourd'hui, on en suit à peu près 11 000. Et on est pris en charge par l'assurance maladie, puisque elle fait un bénéfice. On a démontré lors d'une grande étude... Parce que le patient doit payer pour l'application ? Non, c'est pris en charge complètement par l'assurance maladie pour ces patients-là. On a démontré... Donc pourquoi c'est pris en charge ? On a démontré lors d'une grande étude sur 18 000 patients, 5 000 patients Satellia qui suivaient le programme d'éducation et de détection et 13 000 patients contrôle. Les patients du groupe Satellia avaient une réduction de mortalité de moins de 36% et une réduction des passages aux urgences de moins 17%. C'est la raison pour laquelle l'assurance maladie française y trouve un intérêt. D'accord. Donc, vous dites 100% pris en charge par la sécurité sociale. Ok, très bien. Mais qui paye à quel moment ? Alors en fait, nous... Quel est votre modèle économique ? Alors le modèle économique, c'est un abonnement par mois par patient. L'assurance maladie rémunère Satellia sur un forfait par mois par patient de quelques dizaines d'euros, une cinquantaine d'euros. Et elle rémunère également les médecins qui utilisent Satellia. C'est-à-dire que nos médecins, cardiologues, sont payés pour utiliser le logiciel, tellement la sécurité sociale y trouve un intérêt médico-économique. Et donc... Et vous êtes capable d'absorber un grand volume de patients supplémentaires ? Alors oui, évidemment, progressivement, mais aujourd'hui, on l'a dit, on suit 11 000 patients. Vous avez un suivi de passage à l'échelle, comme on dit dans les scale-up ? C'est plus facile quand on gère du logiciel, le passage à l'échelle. Je vous ai dit, on a une unité d'infirmières, et en fait, c'est ça le vrai sujet. C'est facile de parler de patients insuffisants cardiaques qui ont 74 ans de moyenne d'âge, quand même. Mais une partie d'entre eux, 25% d'entre eux, pour être précis, ne sont pas capables d'utiliser les technologies, et donc c'est ces infirmières qui vont les rappeler, soit pour leur fournir l'éducation, soit pour faire de la détection de symptômes. Évidemment, l'IA, vous me voyez arrive de manière importante là-dessus, puisque ça permet de réduire les coûts et donc de proposer plus de contenu, puisqu'on est obligé de travailler à enveloppe fermée de financement de l'assurance maladie, donc on peut proposer beaucoup plus de contenu pour le même prix. Et nous développons également un certain nombre de nouvelles technologies pour lesquelles on recrute d'ailleurs beaucoup d'ingénieurs, data scientists sur Paris, notamment... Ceux qui nous écoutent, donc des postes sont ouverts. Notamment des biomarqueurs vocaux. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on se chargeait un peu en eau et en sel, on gonflait un peu. Et donc si les cordes vocales gonflent un peu, vous allez avoir une voix qui va être un peu plus grave. Et si vous êtes essoufflé, vous allez prendre votre respiration plus fréquemment que la normale. Et ça peut se détecter par enregistrement de la voix. Et on a une grande étude aujourd'hui en France, aux États-Unis et en Allemagne qui va nous permettre, on l'espère, d'améliorer nos algorithmes actuels qui sont basés sur des symptômes, du poids ou de la tension artérielle par des mécanismes vocaux. Je ne peux pas ne pas vous poser la question de la cybersécurité. Comment est-ce que vous la prenez en compte ? Alors, il se trouve qu'on est ce qu'on appelle Software as Medical Device, dispositif médico-logiciel, et donc on a un certain nombre d'obligations de sécurité pour avoir le droit de commercialiser, comme les pacemakers par exemple. Donc, on est un monde dans lequel les obligations de cybersécurité sont déjà très élevées. Parce que vous allez avoir le Cyber Resilience Act qui va bientôt entrer en vigueur et vous serez dedans ou pas ? Oui, alors Parce que les dispositifs médicaux sont... En fait, on a déjà des normes préexistantes qui évoluent relativement rapidement tous les 2-3 ans pour s'adapter. Alors c'est vrai qu'en ce moment, ça va très vite, faut le dire. Mais on a des obligations, toutes les entreprises du secteur d'ailleurs, des obligations de tests d'intrusion annuels, documentés, etc., qui sont déjà présentes. Emmanuel Serrurier, directeur France d'Armis, vous aidez les entreprises à avoir une vision claire en fait de tout ce qui est connecté à leur système d'information. Vous avez publié un rapport Cyberguerre 2026. Tout à fait. C'est pas un nom très gai, je dois dire, mais malheureusement c'est la réalité. C'est la réalité. Oui, on est en cyberguerre. Oui, tout à fait. En fait, ce que démontre ce rapport, c'est que la cyberguerre, c'est une réalité opérationnelle, malheureusement, aujourd'hui, et qui est augmentée par l'utilisation de l'intelligence artificielle et puis également accrue par les tensions géopolitiques. Donc aujourd'hui... Donc ma question, vous êtes d'accord sur des dispositifs médicaux, elle est essentielle sur cette question de la sécurité des données. Et d'ailleurs, nous, le monde médical, c'est un monde qu'on adresse avec une offre spécifique au monde médical. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une semaine où on n'entend pas qu'un hôpital s'est fait hacker au moment le pire, souvent pendant une opération, et on lui demande une rançon. Très souvent, ils ne savent pas trop comment réagir, ils ne sont pas forcément préparés. Donc c'est une réalité dans le monde médical.
mais pas que, c'est une réalité auprès de l'ensemble de toutes les sociétés françaises et internationales. Alors, il y a ce qui explique cette cyberguerre, c'est évidemment le contexte géopolitique, Oui. mais c'est aussi les nouveaux outils Oui. qui permettent des attaques de plus en plus importantes, Oui. sophistiquées, à des prix très bas. Alors, en fait... Et avec peu de complexité, finalement. Alors, peu de complexité, je dirais pas ça, mais une rapidité extraordinaire. Hein. On est en temps machine. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, un élément qui est important, qui est la compromission, hein, le moment où on détecte une attaque et on peut réagir, c'était quelques heures dans les approches traditionnelles. Là, on est en secondes. Ouais. Donc, l'attaque a lieu, ça y est, c'est déjà fait. Et aujourd'hui, dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'on a interrogé 1900 leaders de l'IT, dont 200 en France. Et 32% ont constaté une attaque dans les 12 derniers mois. Et 41% ont confirmé que cette attaque avait été faite à base d'intelligence artificielle. D'accord. Donc c'est pas anodin, puisque c'est quasiment un cas sur deux. Oui, effectivement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle, mais on l'utilise Alors, c'est un outil, c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément contrôlé en termes de matière de cybersécurité. Il y a énormément de failles dans le code qui est développé par les agents, automatiquement. Donc, si vous n'avez pas vous-même, l'opine du chef. Eh oui. Voilà, si vous n'avez pas vous-même une solution et un dispositif basé sur l'IA, vous êtes toujours en retard. Vous êtes en permanence en retard derrière ce qui est opéré. Et aujourd'hui, oui, pardon, Muriel. Excusez-moi, en fait, je voulais juste ajouter en plus. Il faut être conscient que dans les organisations, on ne maîtrise pas tous les usages de l'IA, c'est-à-dire qu'il y a les usages officiels et il y a toute la shadow IA. En fait, l'IA augmente la surface d'attaque. Et donc, il y a non seulement la surface officielle sur laquelle il faut mettre une gouvernance et un management des risques le plus efficace possible, mais il y a tout ce qu'on ne sait pas, qui offre une surface d'attaque encore plus importante. Ouais. Voilà. Shadow IA. Aujourd'hui, les politiques de cybersécurité vous semblent adaptées face à cette nouvelle menace ? Alors, ce que je disais, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, ça c'est indéniable, mais l'exécution, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant... À cause de quoi ? Tout simplement parce que les sociétés, ne savent pas comment s'y prendre, ont une très mauvaise connaissance de leur surface d'attaque. Ah oui. Aujourd'hui, ils savent à peu près ce qui est connecté au réseau, dans ce qui est répertorié, mais ils ne connaissent pas tous les assets qui sont ce qu'on appelle du shadow, oui. Et qui sont pour autant connectés et qui ne devraient pas être connectés. Oui, oui. Donc ça multiplie le nombre de failles potentielles. C'est comme une maison que vous voulez en fait finalement sécuriser. Si vous rajoutez des ouvertures mais que vous ne les sécurisez pas, tout ce qui a été fait avant n'a plus de sens, les investissements finalement n'ont plus de valeur. Mais est-ce qu'il faut augmenter les investissements en matière de cybersécurité du fait de cette nouvelle menace ? Ou finalement c'est une réallocation ? Non, alors il faut augmenter les investissements. Ils sont relativement faibles aujourd'hui, d'une part. Okay. Si on regarde, à chaque fois, il faut regarder le côté opposé. Si on regarde la rançon moyenne en France, d'accord, elle est passée de 6 millions à 8 millions d'euros. D'accord. Moi, j'ai une question pour vous. C'est quoi le budget idéal ou moyen ou médian que les entreprises doivent consacrer à leur cyber ? 0,5%, 1%, 10% de leur chiffre d'affaires ? C'est difficile de répondre. Non, c'est difficile de répondre de cette manière-là parce que ça va dépendre de l'activité. Nous, c'est ce qu'on a fait, par exemple. On a fixé, je ne veux dire pas, mais un seuil en pourcentage du chiffre d'affaires et en fait, on alloue automatiquement ce montant-là. Oui, mais ça va dépendre de votre activité. Quel est ce pourcentage, Nicolas ? Oui, entre 0,5 et 1% du chiffre d'affaires, mais c'est un minimum. C'est-à-dire que c'est une obligation de dépenser ça, parce que le problème de la cybersécurité, c'est qu'en fait, on le voit à chaque fois quand c'est trop tard. Et donc, on sait que l'humain est pas fait pour anticiper les événements très incertains à faible taux de probabilité. Mais plutôt que parler d'investissement, de montant idéal d'investissement, ce qu'il faut voir, c'est quelle est la méthode qu'on va utiliser. Donc, je pense que la première chose pour une entreprise, un groupe, quelle que soit l'activité, c'est de dire... C'est quoi mon patrimoine applicatif ? Qu'est-ce que j'ai de connecté au réseau ? Et de comparer avec ce que je pensais. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont connectées au réseau. Vous n'êtes pas le premier à me dire ça, c'est assez dingue. C'est qu'effectivement, visiblement, dans les organisations, on ne sait pas, on ne connaît pas l'ensemble des matériels, dispositifs connectés. Je vais vous citer des exemples simples. Vous êtes une banque, vous avez des agences, il y a le Covid, vous fermez les agences et puis vous revenez partiellement...
au bureau et puis vous dites, bah, tiens, il y a des bureaux qui nous appartiennent, ça fait partie du patrimoine immobilier, on va faire du bureau partagé. D'accord ? À partir de ce moment-là, vous oubliez qu'il y a une caméra qui est toujours là, qui est toujours connectée au réseau. Voilà, c'est une faille assez simple. Oui. Donc, ce n'est pas de la négligence, c'est juste l'évolution de notre activité au quotidien qui fait qu'on engendre des nouvelles menaces. Mais là, on est sur un asset physique. À partir du moment où vous dites, bah, maintenant, cette même banque, je vais développer des nouvelles applications avec les outils d'IA, bah, les agents développent automatiquement. Il va y avoir des failles de sécurité qui ne sont pas identifiées, qui ne sont pas contrôlées. Et est-ce qu'on ne conseillerait pas aux décideurs, parce que moi je suis dirigeant de mon entreprise d'une 60aine de salariés, que ce soit des PME, des ETI ou même des grands groupes, alors les grands groupes je suppose qu'ils sont staffés pour ça déjà, mais d'avoir un minimum de budget, quel qu'il soit, parce qu'en fait, pour prendre et pour acheter vos solutions de transformation, il faut d'abord, avant qu'il y ait le budget. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le budget l'année dernière, l'année d'avant, c'est compliqué. Tout le travail, je pense. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur sur le sujet. Ce n'est pas seulement une question de budget à consacrer, c'est une question de rationalisation d'infrastructures et d'optimisation de l'usage des applicatifs. Nicolas, ce qui est quand même intéressant, c'est que déjà, il faut se fixer un minimum, un objectif d'investissement, parce que si on n'investit pas du tout, on est à zéro, on ne va même pas se poser la question de comment. Après décider d'un budget d'investissement, ça veut dire qu'on a la marge suffisante pour le faire. Il faut aussi regarder la compétitivité globale quand même de l'entreprise et son niveau de marge. Alors effectivement, si l'entreprise se porte très bien, qu'elle a un niveau de marge confortable... On peut pas faire une impasse sur la cyber. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement une question de budget, enfin de décision de budget à consacrer, c'est une question de rationalisation. Si vous rationalisez votre parc applicatif, si vous augmentez le taux d'usage de certaines applications, si vous supprimez des applications qui ne sont pas ou peu utilisées ou qui ne sont pas assez efficaces, vous faites des économies, ce qui va vous permettre d'investir ensuite dans la cyber ou dans d'autres choses. Dans cette guerre que vous décrivez très bien, si les entreprises françaises, ma position de dirigeant peut-être partiale, mais n'investissent pas dans cette cybersécurité, on ne sera jamais souverain et on ne sera jamais les leaders du monde de demain, qui est un monde dont vous le voyez tous les jours, est extrêmement violent, y compris d'un point de vue économique. Et ça me paraît hyper important aujourd'hui de, pas dire maximiser les budgets, mais je pense qu'une entreprise, une PME, une ETI, qui dit « moi aujourd'hui, je n'ai pas les marges pour », en fait... c'est fini pour elle déjà, dans les 5 ans qui viennent. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut l'aider à trouver les marges nécessaires pour le faire. C'était mon message. On voit des PME mettre la clé sous la porte après. Mais oui, bien sûr, évidemment. Et je vais donner un exemple simple pour un hôpital. Très vite. Voilà, un hôpital. Vous faites une analyse de tous les assets connectés. Vous vous rendez compte qu'il y a 3 scanners finalement qui sont obsolètes, qui ne sont plus du tout utilisés, sur lesquels vous payez des contrats de maintenance. Vous dégagez un budget. Exactement. Merci beaucoup. Nicolas Pagès, cofondateur CEO de Satellia, Emmanuel Serrurier, directeur France d'Armis, et Muriel Cagna-Fisseux, senior advisor d'Oxygie. Je vous invite à continuer à regarder l'émission parce qu'on va s'intéresser maintenant au vibe coding et son impact sur les App Store.